Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h46 ce matin, nous sommes un peu en retard, mais nous allons tout de suite nous plonger dans la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin, 8 mai 2018. Et on peut dire que ce matin, le monde retient son souffle. C'est en tout cas la manchette du Israël Hayom à quelques heures de l'annonce par Donald Trump de sa décision concernant l'accord de Vienne de l'été 2015. Faut-il annuler purement et simplement cet accord très controversé ou bien se contenter d'exiger un amendement avec le rajout de clauses annexes, par exemple sur le dossier des missiles balistiques iraniens? Ce sont là les questions auxquelles Donald Trump devrait répondre ce soir, donc vers 21h, heure israélienne. Le Yediot Aharonot titre en manchette ce soir, c'est la décision, et le journal de rappeler qu'au cours des derniers jours et des dernières semaines, les pays européens signataires de l'accord ont tenté de persuader le premier président américain de ne pas l'abandonner. Et en perspective de cette décision, la tension atteint son paroxysme en Israël, où les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale dans le nord du pays, de crainte d'une attaque iranienne contre des positions de Tsahal. Hier soir à Latroun, dans le cadre d'une cérémonie marquant le 70e anniversaire de Tsahal, le Premier ministre israélien a été très clair. Notre poigne de fer est prête à frapper, a-t-il dit, avant de préciser: les ennemis qui nous menacent se mettent en danger. Soit le chef d'état-major de l'armée le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré: nous ne continuerons pas à nous taire. Quant à l'Iran, il semble adopter depuis hier un ton plus nuancé. Le Yediot Aharonot cite Hassan Rouhani qui a déclaré que même si les Américains abandonnaient l'accord de Vienne, l'Iran, elle, continuerait à le respecter. L'armée israélienne a fêté par ailleurs hier son 70e anniversaire lors d'une cérémonie dans l'enceinte du camp militaire de Latroun. Lors de cette cérémonie, le Premier ministre a donc été très clair: nous frapperons ceux qui veulent nous frapper, a-t-il dit. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a lui aussi fait allusion à la tension militaire de ces derniers jours en affirmant: nous continuerons à combattre avec détermination si l'on nous impose une confrontation, mais avec la même détermination, nous continuerons à aspirer à la paix. Fin de citation. Au cours de cette soirée qui était plus décontractée que les discours officiels, on a de nombreux artistes se sont produits sur place, dont Shiri Maimon, Boaz Shaharabi et Barry Sakharov. Jour J-6 pour l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, et les quotidiens israéliens, les sites d'information se font l'écho de plusieurs développements. La Maison-Blanche a confirmé hier que le président américain ne participera pas à cette cérémonie le lundi 14 mai à 17h, mais qu'il sera représenté par son gendre Jared Kushner et par sa fille Ivanka. Le chef de la délégation américaine sera le vice-ministre, le vice-secrétaire d'État John Sullivan, et il sera aux côtés du ministre des Finances Steve Mnuchin, également présent à cette cérémonie. Le conseiller de Donald Trump pour le Proche-Orient Jason Greenblatt et une délégation importante de membres du Congrès de sénateurs américains qui seront présents donc à cette cérémonie. Hier, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a lui-même posé les premiers panneaux de signalisation indiquant le chemin à emprunter pour arriver à l'ambassade, qui, je vous le rappelle, est située dans le quartier de Talpiot, dans le sud-est de la capitale. Je suis très ému. Le rêve est en train de devenir réalité, a déclaré Nir Barkat, avant d'annoncer son intention de donner à la place qui se trouve juste devant la nouvelle ambassade le nom du président américain Donald Trump, président américain qui a pris la décision donc historique de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, et Jérusalem le lui rend en amour, a affirmé Nir Barkat. Il faut également rappeler que le bâtiment de l'ambassade est celui qui abrite jusqu'à présent les services administratifs du consulat général des États-Unis à Jérusalem, ce qui devrait donc considérablement réduire les coûts d'installation d'une telle ambassade. La tension est également très vive ce mardi matin sur le plan politique autour de la clause de priorité qui doit accorder une priorité à la Knesset sur la Cour suprême, alors que le Premier ministre tente de gagner du temps afin de persuader Moshe Kahlon et son parti Kulanu de soutenir ce projet d'amendement. Naftali Bennett, lui, semble être particulièrement pressé et vouloir faire voter cet amendement dans les tout prochains jours. Celui qui veut absolument faire voter cette loi sans un accord de tous les partenaires de la coalition risque bien de l'enterrer, a déclaré
déclaré M. Netanyahou. Mais le Premier ministre a dû également faire face aux critiques émises hier par la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, qui a affirmé que cet amendement de priorité mettait en danger la démocratie israélienne et qu'il portait atteinte aux droits du citoyen. La présidente s'est exprimée lors d'une cérémonie de prestation de serment de nouveaux juges israéliens qui s'est tenue à la présidence de l'État. Et à cette occasion, le président Rivlin s'est joint à elle pour critiquer cette initiative et pour s'insurger contre ce qu'il a appelé le despotisme de la majorité. Face à cela, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a répondu « Il y a une inflation de mise en garde sur la mort de la démocratie israélienne et moi, je vois au contraire cette démocratie comme vivante et dynamique ». Alors que l'armée israélienne est toujours en état d'alerte face aux menaces d'attaque de l'Iran contre des bases militaires, les journaux se penchent ce matin sur les résultats des élections législatives au Liban. Et force est de constater que ces élections se sont soldées par un échec pour le Premier ministre Saad El-Hariri et par une victoire assez nette pour le Hezbollah qui renforce sa représentation au Parlement et dispose donc désormais d'un bloc majoritaire. Le Yediot Aharonot titre « Lourde défaite pour les modérés » et même si El-Hariri continuera à être Premier ministre parce qu'il reste le leader de la plus importante formation sunnite, eh bien sa marge de manœuvre devient de plus en plus étroite. Dans son discours de la victoire, Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, n'a pas oublié Israël. Nous entendons ces menaces, mais nous n'avons pas le temps pas de temps à perdre avec cela, a déclaré le puissant leader du mouvement chiite. Quant au Maariv, eh bien, il cite une estimation selon laquelle il est peu probable qu'après ce succès politique, le Hezbollah tente de faire grimper la tension le long de la frontière entre Israël et le Liban. Le Yediot Aharonot nous conduit ce matin encore vers la bande de Gaza avec une nouvelle arme produite par les terroristes du Hamas. Après les cerfs-volants incendiaires, voici les ballons incendiaires. Il s'agit de ballons à hélium qui transportent des matières inflammables et qui sont envoyés par les terroristes du Hamas de l'autre côté de la frontière, du côté israélien de cette frontière. Là encore, on a pu le voir hier, les dégâts causés par ces ballons incendiaires aux champs de culture israéliens sont particulièrement importants. Plusieurs dizaines d'hectares de terre ont été dévasté hier par le feu. Et les quotidiens et les suppléments économiques mentionnent en évidence cet exit impressionnant réalisé hier par une grande société israélienne, Frutarom. Cette société qui produit des saveurs fruitières de manière industrielle a été rachetée par le géant américain dans ce domaine pour la coquette somme de 7,1 milliards de dollars. Il s'agit là du second marché le plus important de l'histoire d'Israël après la vente de Mobileye à Intel il y a un an pour 16 milliards de dollars. Et c'est un exploit tout à fait particulier car il ne s'agit pas là d'une société de high-tech ni d'une start-up israélienne, mais bel et bien d'une compagnie solidement installée sur le marché israélien puisqu'elle a vu le jour en 1933, donc avant la création de l'État d'Israël. On lui souhaite beaucoup de réussite et un Mazal Tov, même si eh bien, certains de ses employés ont critiqué cette décision et ont exprimé la crainte de devoir être limogés après le rachat de leur célèbre compagnie. Pardon. Et puis évidemment, ce soir à Lisbonne, ce sera le premier grand soir de l'Eurovision pour Netta Barzilai, la chanteuse extravagante représentant cette année Israël au concours Eurovision de la chanson. Premier grand soir car il ne s'agit que des demi-finales. Et en Israël, eh bien, on est persuadé que Netta sera facilement qualifié pour la finale de samedi soir. Tous les quotidiens et les sites d'information souhaitent bonne chance à Netta, que l'on voit revêtue de deux tenues, l'une blanche et l'autre particulièrement colorée. Et il faut bien avouer que cela fait plusieurs années que l'on n'avait pas vu autant d'engouement national pour ce concours de l'Eurovision. Il faut rappeler que selon les agences de parieurs internationales, eh bien, Netta est considérée comme celle qui devrait emporter la compétition samedi soir. Que dit la principale intéressée ? Je suis très ému de représenter l'État d'Israël en ce 70e anniversaire de notre pays. Fin de citation. Et fin également de cette revue de la presse israélienne. Il est 8h55 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on sera dans quelques instants en ligne avec le professeur Shmuel Trigano pour à l'occasion du colloque organisé par son association Dialogia. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.